Là où il va y avoir une différence, c'est au niveau des rotations. Si je considère un gaz parfait monoatomique, donc je vais représenter l'un de ses constituants, en fait c'est un atome, hein. Voilà, par exemple un atome d'hélium, on l'a vu tout à l'heure. On peut imaginer que cet atome d'hélium tourne sur lui-même, par exemple autour de cet axe-là. Mais en fait, cette rotation ne va pas participer significativement à l'énergie cinétique de cet atome. C'est essentiellement ces translations qui vont déterminer son énergie cinétique. Si maintenant je considère un gaz parfait diatomique, donc je vais représenter la molécule, par exemple du O2, c'est schématique, hein, il n'y a pas un petit bâton entre les deux, hein. Eh bien, de la même façon que le gaz parfait monoatomique, la rotation autour de cet axe-là ne va pas participer significativement à l'énergie de la particule. Par contre, la rotation autour de cet axe-là et également autour de celui-ci, elles vont participer significativement à l'énergie de la particule, parce qu'en fait, les centres d'inertie des deux atomes ne sont pas sur l'axe de rotation, contrairement au cas de cette troisième rotation qu'on a mise de côté. Donc ça veut dire qu'en plus des deux translations, je vais avoir deux rotations. Mais attention, ok, ce sont des degrés de liberté, mais est-ce que ce sont des degrés de liberté énergétiques quadratiques? Bah oui, parce que vous devez savoir que l'énergie cinétique de rotation, alors pour un solide, évidemment, il faut adapter ça à un atome, c'est 1 demi de J θ point carré. Donc ça, c'est bien un terme quadratique, pas de problème. Les rotations font bien partie des degrés de liberté énergétique quadratique. Donc je me retrouve pour un gaz parfait diatomique avec a priori 5 degrés de liberté à comptabiliser. Donc puisque j'en ai 5 et que chacun contribue pour 1,5 de kBt à l'énergie interne, j'obtiens très rapidement que l'énergie interne d'un gaz parfait diatomique, c'est 5,5 de nRT. Et donc, aussi vite, la capacité thermique, CV, alors molaire en tant qu'affaire, ça va être 5,5 de NR. 5,5 de R, parce que j'ai pris la capacité molaire. C'est ce qu'on sait d'ailleurs pour les gaz parfaits à température ambiante, les gaz parfaits diatomiques, on a bien CV molaire qui vaut 5,5 de R. Sauf que, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'en pratique, la capacité thermique d'un gaz parfait diatomique vaut bien 5,5 de R dans un intervalle de température intermédiaire, en fait c'est température standard pour nous. D'ailleurs on nous donne des valeurs dans l'énoncé de l'application, c'est entre 75 Kelvin et 6300 Kelvin, on est large, hein. Mais en dessous de 75 Kelvin, 3,5 de R, au-dessus de 6300 Kelvin, on passe à 7,5 de R. Donc en fait, si je devais représenter ça graphiquement, l'évolution de la capacité thermique molaire en fonction de la température, elle n'est pas fixée. J'aurais 3 paliers. Ici 3,5 de R. Ensuite, il y a un palier à 5,5 de R, puis un palier à 7,5 de R. Et donc ici, 7,5 de R. Ça, c'est la capacité thermique molaire. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Bon, ce qui est sûr, c'est que l'analyse qu'on a faite, aux températures ambiantes, elle a l'air bonne. On mesure 5,5 de R, on avait prévu 5,5 de R, il n'y a pas de problème. Mais qu'en est-il à basse température et à haute température? Alors, on ne peut pas la deviner, cette interprétation. La réalité, c'est que à basse température, l'énergie cinétique des rotations est très faible devant celle des translations. On a tendance même parfois à dire que ça fait 2 degrés de liberté qui sont gelés, entre guillemets. Donc, à basse température, je ne considère que les translations. Les rotations ne contribuent pas significativement à l'énergie de mon gaz parfait. Donc ça explique pourquoi j'obtiens 3,5 de R à basse température. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à haute température? Parce que bon, moi, j'en ai dénombré que 5. Comment ça se fait que j'en ai 7 à haute température?
Ben en fait, il va falloir en trouver deux de plus. L'explication est toute simple. On a représenté tout à l'heure notre liaison par un simple petit trait. On a dit, hein, c'est juste pour le dessin, mais en réalité, une liaison chimique, c'est un minimum d'énergie potentielle qui est atteint entre les atomes, et donc bah, localement, je peux représenter ça par un ressort. Si je peux représenter ça par un ressort, bah, je me rends compte qu'il y a 2 degrés de liberté en plus. Il va y avoir bah, une énergie cinétique de translation, de vibration. C'est-à-dire que comme les atomes vont vibrer, cette liaison va vibrer, les atomes auront une énergie cinétique de vibration, et ben, une énergie potentielle élastique. On a dit que là, l'énergie potentielle élastique, c'est du 1/2 de K L-0 carré. Et donc, bah, c'est aussi un degré de liberté quadratique. Et donc, ça veut dire qu'à haute température, j'ai toujours mes 3 translations, mes 2 rotations, et en plus, j'ai 2 degrés de liberté liés au fait que les molécules se mettent à vibrer. Voilà pourquoi j'ai 7 demi-de R à haute température. Alors, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut connaître. On va, dans un énoncé, vous orienter, mais il y a des sujets, notamment le Minpong que je vous ai mis sur Moodle, qui vous présente le graphe qu'on a représenté sommairement ici, et qui vous demande de l'interpréter. Et donc, cette explication-là, il faut la maîtriser. On arrête là, il ne restera plus qu'une vidéo pour terminer ce chapitre sur les capacités thermiques des solides.